Donc, je vous présente Ashraf Manar, qui va, je pense, se présenter. Le mieux, c'est toujours que tu le fasses toi-même, tu le feras bien mieux que moi. Avec, dans ta présentation, donc expliquer ce que tu fais aujourd'hui, ton assaut, le travail hyper intéressant que tu mènes, mais peut-être expliquer aussi ton parcours personnel, parce que je pense souvent que dans ce genre de combat, l'histoire personnelle des gens explique pourquoi ils les mènent, comment ils les mènent, sur quel thème ils vont, et que ça donne beaucoup de puissance aussi et de sens à ton engagement. Donc je te laisse, on a 45 minutes en tout, donc tu prends le temps que tu veux, c'est un entretien, on est là pour t'écouter. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que le début d'après-midi n'est pas trop difficile, après le déjeuner. Ashraf, donc tu as parlé de d'où vient notre engagement. Moi ça vient de deux choses principalement. Déjà je suis franco-marocain, donc mes parents viennent du Maroc, ce qui a beaucoup compté aussi dans mon parcours. Enfant d'immigrés, de l'immigration, avec tout ce que ça comporte, d'histoire, d'héritage, etc. Et la deuxième chose, c'est que je suis né en quartier populaire, donc à la cité Grand Parc à Bordeaux, mais j'ai grandi en milieu rural ensuite, en Auvergne, en Haute-Loire, dans le fief d'un certain personnage qui s'appelle Laurent Wauquiez, que vous connaissez peut-être. Et donc, effectivement, le fait d'avoir vu ces deux espaces sociaux, forcément que ça conditionne une partie de mes convictions politiques, une partie des solutions que je propose, une partie de l'organisation qu'on a cofondée qui s'appelle Destin Lié. Et en gros, le message principal de Destin Lié, c'est le fait de dire les gens en quartier populaire et les gens en milieux ruraux se font communément arnaquer par l'extrême droite, arnaqués par Macron, par les libéraux de façon générale, par une partie de la gauche aussi, parce que ça a été le cas, et qu'il y a un enjeu à beaucoup plus connecter ces deux groupes sociaux, parce que l'extrême droite arrive, qu'elle est en passe de prendre le pouvoir très bientôt. Et donc c'est sur ce terrain-là qu'on se bat, parce que effectivement, j'ai pu voir dans ces deux espaces à la fois les différences, parce que les deux types de territoires sont quand même différents. La question du racisme n'est pas la même, le lien à la police n'est pas le même, mais il y a aussi des points communs. Par exemple, l'abandon des services publics, le sujet de l'école par exemple. En quartier populaire, c'est des profs qu'on ne remplace pas, mais en milieu rural, c'est des classes qu'on ferme par exemple. Donc il y a des points communs, et donc je viens aussi pour essayer un peu de challenger, d'amener des choses sur l'angle de l'antifascisme, parce que l'extrême droite est à nos portes. Pour une bonne partie des gens, elle est déjà là, et force est de constater qu'on est obligé un peu de s'alerter, parce que je pense que collectivement, on ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer sur l'extrême droite, et donc c'est le sujet prioritaire qui m'amène ici. Mais merci pour l'invitation. Petite précision biographique, parce qu'on vient d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est peut-être que par exemple, le sujet comme le racisme, quand tu vivais en quartier pop à Bordeaux, tu y étais peut-être moins confronté parce que c'était pas un sujet de vivre ensemble en réalité dans l'endroit où tu vivais, et que ça c'est un truc que tu découvres en Haute-Loire, si j'ai bien compris, où tu vas parce que ton papa est muté et donc tu te retrouves à aller vivre dans un endroit que vous connaissez pas du tout. C'est pas parce que vous avez de la famille ou c'est pas un projet de vie spécifiquement. Et c'est intéressant, je pense, que tu racontes ce moment-là de ta vie. Totalement. Effectivement, en quartier populaire, on est exposé au racisme de façon différente. C'est généralement un racisme étatique qui vient notamment de la police. On entend beaucoup, l'État a déserté les quartiers populaires, les milieux populaires, les territoires populaires. En fait, la question c'est, qu'est-ce qu'il déserte vraiment? C'est quels fonctionnaires il reste dans ces quartiers? Exactement. L'État social a déserté, oui. Parce que l'école n'est pas suffisamment dotée, parce qu'on a des déserts médicaux, y compris dans des quartiers populaires de grandes villes, etc. etc. Mais l'État qui contrôle, lui, n'a jamais disparu, il est bel et bien présent. Et donc, le rapport à la police, le rapport à la violence policière, le rapport au racisme des policiers, ça c'est quelque chose qui est structurel et qu'on est obligé de voir lorsqu'on est en quartier populaire. Donc quand par exemple on voit dernièrement des préfets qui portent plainte parce que des gens disent que la police tue, c'est qu'on voit qu'on est très très proche d'un mode fasciste. Parce que le fait de dire que la police tue, c'est juste une banalité factuelle. Si vous êtes journaliste, vous pouvez le décrire, quoi. On peut égrener tous les exemples, Naël, Adama, etc. etc. Et en milieu rural, ça se passe différemment. Le racisme se passe différemment aussi. Et c'est peut-être ça qui est le plus préoccupant et qui montre le plus le fait qu'on se rapproche d'un gouvernement fasciste et qu'on a des prémices fascisants déjà. C'est en train de basculer. Exactement. C'est que le racisme dans certains de ces territoires, c'est une preuve sociale. C'est-à-dire qu'on est cool dans ces espaces parce qu'on discrimine.
on est cool dans ces espaces parce que justement, on ostracise une partie de la population. Ça peut être le cas entre jeunes, moi c'est ce que j'ai vécu, et c'est dans tous les espaces, toutes les personnes racisées non blanches dans ces espaces-là pourront en témoigner. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'en fait ça ne se passe pas que dans ces nouvelles générations où on peut se dire qu'il y a un travail politique d'éducation à faire. Ça se passe chez les parents, ça se passe au club de foot quand vous allez jouer le dimanche, ça se passe à l'école, ça se passe avec les profs, etc., etc. Et on voit même, y compris dans ces territoires, une bataille dans des institutions qui sont censées protéger les gens et qui, en fait, pour une bonne partie, discriminent et contribuent à cette fascisation. Donc, c'est vraiment les deux espaces que j'ai vus. Et il n'y a aucun espace qui est laissé de côté sur la question du racisme et du fascisme. Faut toujours citer Fanon. Fanon dit « Une société est raciste ou ne l'est pas », bah, c'est le cas partout. Donc c'est le cas à l'école, c'est le cas dans les hôpitaux, c'est le cas dans la façon dont les gens sont pris en charge en termes de santé, c'est le cas y compris dans tous les partis politiques et à gauche, c'est le cas partout. Et c'est de plus en plus le cas, et le souci c'est que ça s'institutionnalise et qu'on n'en prend pas, je pense, la pleine mesure. Et alors je reviens sur un truc très intéressant que tu as dit sur en gros la convergence des luttes entre les habitants des quartiers populaires et des habitants des ruralités qui subissent en fait le même mépris territorial, on va dire comme ça, avec tout ce que ça implique. Petite tranche de vie intéressante. Donc moi je viens du bassin minier du Pas-de-Calais qui a encore un autre délire qui n'est ni rural mais qui est quand même pas du... Enfin, je vous fais pas le sketch, c'est indescriptible. Mais bref, quand on fait les états généraux de l'écologie, quand je deviens secrétaire national, et tu étais d'ailleurs dans le comité de pilotage des états généraux de l'écologie, je vais faire une réunion alors c'était, je sais plus si c'était à Lyon ou à Vaux-en-Velin, enfin c'était entre les deux, et il y avait un copain de Vaux-en-Velin qui vient me voir et qui me dit, bah tu vois, toi je disais à quel point j'avais pu me sentir plouc dans ma vie. Y compris en arrivant chez les Verts, où un jour, je sais pas, j'avais dit, j'ai commandé un livre, on a dit, comment ça t'as commandé sur internet, enfin nous ici c'est les librairies, enfin genre en gros j'étais une connasse que j'avais acheté un livre pas dans la librairie, j'ai dit mais t'es sympa, mais en fait moi la librairie elle est 15 km, elle est à Lens, et parce que tout a fermé chez nous, et donc je vais pas faire 15 km en voiture, j'ai pas le temps en fait, donc soit je lis pas le livre, soit ouais, je l'achète sur internet, et bah je suis peut-être une connasse, mais en fait welcome to my life, voilà, je suis amenée à être une connasse sur certains trucs parce que je fais comme je peux, et j'ai vécu parfois cette violence territoriale. Et donc je racontais ça en me disant bah, je suis une plouc, et bah j'assume d'être plouc et je m'en fous. Et lui il dit bah moi c'est pareil, je suis vue comme une racaille, et à un moment il avait fait, tu sais Marine, un jour ce qu'on va faire, on va faire l'alliance des ploucs et des racailles. Et là, ils vont voir. Et donc, il y avait ce truc de l'alliance des ploucs et des racailles. Voilà, il disait pas, je suis une racaille, mais il disait, je suis vu comme une racaille, toi, t'es vu comme une plouc. Ben, tu sais quoi, on s'en fout, on va faire avec, et on est plus nombreux. Et voilà, écrivons ce truc-là. Donc, je pense qu'il y a voilà, je dis beaucoup en ce moment sur le parisianisme. C'est un journaliste d'ailleurs qui est un journaliste de PQR, de presse quotidienne régionale, mais basé à Paris, qui le raconte, qui est de Montbéliard, et qui a écrit ce livre en disant, c'est pas un truc pour ou contre les Parisiens, c'est que, en gros, il dit, prolétaires de tous les territoires, unissez-vous quoi. Vous payez tous des impôts partout sur le territoire, les mêmes impôts, les mêmes taux, mais la redistribution elle est inverse. C'est-à-dire que si vous êtes à Paris, au moment du plan de relance, c'était oui, parce qu'il y a le milieu économique est plus à Paris, le milieu culturel est plus à Paris, le milieu politique, le milieu administratif, et il raconte le sketch quand déjà l'ENA il a fallu mettre un peu des bureaux à Strasbourg, mais attendez, on est énarque, on va quand même pas aller à Strasbourg. Enfin voilà, il y a un vrai truc dans ce pays, et je pense que toi tu le vois aussi dans les gens, y compris avec qui tu travailles. Totalement. Quand tu décris Alliance des ploucs et des racailles, je pense à France Détour, France Débours d'un certain Ruffin, sur lequel je ne suis pas complètement aligné. Mais nous c'est d'accord, nous c'est ensemble. Ben, en fait, pour moi le sujet, il y a aussi un sujet sur le fait de faire une distinction aussi frontale. C'est un débat de fond. Moi, je suis pour qu'on débatte dans le respect, mais qu'on débatte quand même, par exemple, avec certaines propositions sur France Détour, France Débours et compagnie, et tout ce qui s'y rapproche d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça contribue à façonner un narratif qui fonctionne très bien pour l'extrême droite. Je ne pense pas du tout que ça nous sorte de ce sujet-là. Je ne pense pas du tout que le fait de dire... vous qui êtes différents mais dans ces territoires, unissez-vous, parce que généralement ce qu'on entend c'est unissez-vous sur le plus petit dénominateur commun. Donc unissez-vous par exemple sur la question du travail. Vous avez tous besoin de travailler, ben unissez-vous sur le travail. Unissez-vous en tant qu'ouvrier ou en tant que travailleur. Je pense que ça élude complètement la question du racisme, et c'est ne pas comprendre comment une partie de ces forces, donc les ultralibéraux, ceux qui ont plein d'argent, les milliardaires, et
les personnalités politiques qui poussent le fascisme utilisent différentes cartes bancaires pour nous arnaquer. Ils utilisent différentes cartes bancaires, mais ils ont toutes ces cartes dans leurs mains. Ce ne sont pas des cartes différentes. Ils utilisent la carte bancaire du colonialisme, par exemple, lorsque, effectivement, ils construisent du ghetto en quartier populaire et qu'il y a une ostracisation et il y a un régime de sous-citoyens qui se passe dans ces territoires-là. Donc ils l'utilisent, ils savent l'utiliser et ils utilisent la pression policière dans ces espaces-là, la violence policière dans ces espaces-là, avec ressort de fonds coloniaux qu'on peut entendre. Ils utilisent une deuxième carte bancaire qui est celle du capitalisme. Donc oui, là la question du travail elle est pertinente parce qu'au final tout le monde est submergé. On travaille dans des métiers plus précaires, etc., etc. Ça c'est une réalité. On durcit par exemple les conditions d'accès au chômage. On demande aux personnes qui touchent le RSA de travailler plus. Donc une oppression capitaliste, 100%. Et il y en a une troisième carte bancaire qui est celle du patriarcat. Et là typiquement, effectivement on peut se permettre de discriminer des femmes en particulier quand elles viennent de milieux populaires, mais en particulier aussi lorsqu'elles sont musulmanes. Et là-dessus, on va avoir une alliance qu'on voit généralement peu ou à laquelle on est surpris, sur par exemple le voile, typiquement. Et on peut avoir des alliances, un front non républicain, si on devait l'appeler comme ça, qui va de l'extrême droite jusqu'à une partie de la gauche. Et ça fait partie du problème aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut adresser ces trois cartes bancaires à la racine et ensemble. Le fait d'adresser juste la question du travail comme si nous étions des animaux et que tout le monde avait besoin seulement de travailler, d'aller à l'usine, de manger, c'est complètement éluder ce qui se passe pour l'instant. C'est complètement éluder le fait que le fascisme est à nos portes. Et c'est complètement éluder aussi que du coup ces gens-là ont une part de responsabilité dans l'augmentation du fascisme et le fait que le fascisme soit à nos portes institutionnellement au pouvoir en 2027 par exemple. Il faut l'adresser de concert. Trois éléments de domination. Alors sur le fascisme est aux portes du pouvoir, ce que tu viens de dire. Là on a fait une première partie on va dire du canapé. Je sais pas si vous dire canapé parce qu'il n'y a pas de canapé. Première partie de nos chaises sur voilà un peu ton parcours et ce sujet des discriminations territoriales et de l'intersectionnalité finalement de ces discriminations territoriales. Je pense que ce qui est beaucoup attendu aussi par les militants, c'est que quand on dit voilà le fascisme est aux portes du pouvoir, ça adresse beaucoup de questions tactiques et stratégiques qui je pense vont beaucoup nous occuper. Mais moi ma crainte toujours c'est que quand on pourrait passer 3 heures, 3 semaines, 3 mois, même 3 ans à ne parler que de ce combat, des éléments stratégiques et je pense que d'ailleurs on est beaucoup trop là-dessus plutôt que sur la bataille de l'opinion. Parce que quand on se parle entre nous des trucs tactiques, on parle pas aux Français. Et je pense qu'on passe beaucoup trop de temps aussi à gauche parfois ce jeu d'acteurs qui du coup qui prend tout l'espace médiatique qu'on peut occuper, c'est pour parler de ça. Parce que du coup, une fois que c'est tout le temps dans l'air, moi dès que je vais sur un plateau, on me dit pas alors vous pensez quoi il faut faire pour les Français, on me dit vous pensez quoi qu'un tel qui a dit ça sur un tel et ça je pense qu'on laisse trop le flanc à ça. Mais donc du coup sur ce que nous on a à faire sur de sujets à mettre à l'agenda pour donner l'impression qu'on parle aux gens. Moi j'ai donné quelques pistes dans mon discours jeudi sur la solitude, je me dis voilà les Français c'est à quel moment ils vont dire putain la gauche ils ont arrêté de se parler entre eux, ils me parlent à moi ils s'occupent de moi. Je sais que souvent dans des campagnes à un moment on disait bah voilà par exemple les gens de la ruralité ils ont pas bien compris, ils comprennent pas bien qu'on est avec eux. Je vais s'ils comprennent pas bien c'est peut-être qu'on explique mal et peut-être même qu'on n'explique pas du tout parce que ça nous paraît tellement évident que voilà et peut-être aussi que en fait ils se sentent pas représentés et qu'en fait ils ont le droit de le penser puisque c'est vrai. Oui il y a des gens très très bien des écolos dans les ruralités mais c'est ceux qui passent à la télé c'est qui il fut un temps où nos porte-paroles nationaux naturels, c'est pas forcément des postes qui avaient dans le parti mais les voix qui portaient et c'est logique, les médias sont à Paris, ceux qui sont à Paris ils sont plus rapidement sollicités, ils se connaissent et donc il y avait un truc voilà qui faisait que les voix qui portaient des écolos ils étaient tous des mêmes territoires et donc les gens qui habitaient pas dans ces territoires pouvaient dire bah moi les Verts ils parlent jamais de moi. Et en plus ils disaient ça en sachant qu'ils avaient les Verts chez eux, qu'ils faisaient des trucs, qu'ils étaient peut-être même d'accord avec eux mais ils se sentaient pas représentés. Donc je pense que voilà c'est pas juste une question de qui passe à la télé, c'est aussi pour dire à quoi on passe notre temps d'antenne et quel sujet on décide de mettre sur la table. Donc il y a eu beaucoup de travail dans ce parti sur les territoires, la question territoriale qui est adressée avec beaucoup de force aujourd'hui. La solitude c'est un sujet que je pense on a parlé d'autres sujets possibles. Voilà, en termes de bataille d'opinion, de public aller chercher les agriculteurs par exemple c'est un vrai sujet.
les agriculteurs, c'est pas vrai qu'il y a les écolos, ils sont tous, ils disent tous un truc et les agriculteurs tous un autre, et qu'il y a une incommunicabilité et qu'on est d'accord sur rien. C'est pas vrai. On a montré que sur le Mercosur, sur l'artificialisation des sols, sur les revenus des paysans, sur le bio et le local dans les cantines, on avait plein de convergences des luttes. Et on l'a d'ailleurs mis en avant avec certains au maximum qu'on pouvait. Donc il y a des publics à aller rechercher. Comment on fait pour qu'on soit pas juste le peuple de gauche et écologiste, qu'on n'ait pas juste l'impression d'être un ours blanc, un ours polaire sur la banquise, avec la banquise qu'ils font, et là, bon, on est de moins en moins, mais on est là, on tient. C'est comment on va reconquérir. À chaque fois je dis reconquête, je pense à l'autre abruti là. Donc voilà, mais le sujet est vraiment un sujet de reconquête. C'est quelles tranches d'électorat qui sont sentis abandonnés, on va reconquérir, pas juste pour avoir les bonnes décisions stratégiques, mais pour faire en sorte qu'elles puissent être gagnantes. Voilà. Et donc j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec le fait que... C'est pour ça que tu es là. Oui. Et moi je suis ravi d'être là. Je pense que les partis ont un rôle très important à jouer dans les questions démocratiques. Je pense qu'elles font partie du problème, pour une bonne partie, mais que c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de militants sincères qui militent aussi dans ces espaces-là. Et moi typiquement, c'est à vous que je viens m'adresser, c'est ça mon sujet. Et c'est moi aujourd'hui, ça aurait pu être une autre personne, enfin voilà. Je pense qu'on a besoin de venir occuper ces espaces-là, aussi pour avoir ces discussions et challenger. Je suis pas d'accord sur la question stratégique, parce que pour moi, les questions stratégiques que vous prenez au sein des partis ont des incidences très concrètes dans la vie des gens sur le dernier kilomètre. Et je pense que c'est justement parce que les partis politiques ont des stratégies le plus souvent électoralistes, le plus souvent pensées pour justement gagner un petit bout de l'hégémonie. De boutiquier. Exactement, le plus souvent aussi pour savoir quel est le plus grand hanout, quoi, quelle est la plus grande enseigne. Je pense que c'est aussi ça qui fait que, un, l'extrême droite monte, et que deux, les gens souffrent en bout de chaîne. Donc, au contraire, je pense que les questions stratégiques sont même celles qui sont au cœur de la discussion. Alors, je ne dis pas que les questions stratégiques ne sont pas stratégiques. Oui. Je dis qu'à partir du moment où en fait, elles se transforment aussi en posture, c'est la même chose que ce que je viens de dire. En fait, on peut rester sur ces postures et chacun répète ad nauseam sa posture. Ah bah totalement. On oublie de... L'avantage, c'est que dans notre temps militant, comme il est limité, on mène pas les autres combats, quoi. T'as dit quelque chose, il faut savoir comment on s'adresse aux gens. Moi je pense que les gens, maintenant ils s'en foutent qu'on s'adresse à eux. Je pense que pour une bonne partie, ils ont vu par exemple une bonne partie de la gauche au pouvoir, et que les paroles, les éléments de langage sur les plateaux télé, etc., ça marche plus du tout. Je suis convaincu de ça. Et donc la question, c'est que c'est pour ça que je vois le précipice et le fossé du fascisme arriver à grands pas, et qu'il est déjà pour une bonne partie là. C'est que malheureusement, tout ce que vous allez mettre dans vos projets, dans vos programmes, vos éléments de langage ne perce plus auprès des gens. Pour les quartiers populaires, par exemple, comment un parti de gauche va venir convaincre des habitants de quartiers populaires qu'ils ont la solution pour eux? La question n'est plus est-ce que les militants écologistes s'adressent bien avec les bons éléments aux quartiers populaires. La question, c'est est-ce qu'ils permettent aux gens des quartiers populaires de s'organiser par et pour elles-mêmes. Les partis politiques ne le font pas. Elles ne le font pas. Et il y a des camarades qui sont là, des aînés qui l'ont vu depuis très longtemps. Moi, je pense que ça, par exemple, c'est une faute absolument criminelle des partis politiques. Ça, c'est une première chose. Sur la question des milieux ruraux, c'est exactement la même chose. Moi, par exemple, je vois beaucoup les partis politiques dire on ne sait pas comment on s'adresse à eux, il ne faut pas, par exemple, qu'on soit condescendant, etc., avec un ton un peu paternaliste, qui est à peu près le même que celui avec les quartiers populaires. Mais les gens sont intelligents. Les gens sont intelligents. Ils ne sont pas, par exemple, fachos, mais pas fâchés. J'ai dit tout à l'heure, Fanon a dit la société est raciste ou elle ne l'est pas. Bon, ben, si elle est raciste ou elle ne l'est pas, on peut s'accorder sur le fait qu'elle n'est pas raciste, donc qu'elle l'est. Et donc forcément, les gens qui sont attirés par le vote RN, ils savent très bien pourquoi. Ils savent très bien qu'il y a eu 40 ans de trahison, par exemple, de la gauche, des forces qui auraient pu représenter leurs aspirations sociales, qu'il y a eu des trahisons sur trahison, qu'une bonne partie de la gauche ne peut plus répondre à ça, peu importe les grands discours qu'ils font, et donc ils s'en vont fracasser le système. Et ils utilisent, eux, pour le coup, leur carte bancaire raciste, parce que c'est confortable de dire « Oui, moi je suis en train de tomber, mais je m'assure qu'il y a un plancher au-dessous de moi, un plancher racial, c'est sûr que je ne vais pas tomber en dessous. » Ben ça, pour moi, les partis politiques ne le comprennent pas assez non plus à gauche. Donc c'est pour ça que pour moi il y a un enjeu stratégique typiquement, et peut-être que là, à partir de maintenant, il y a des gens qui seront frontalement pas d'accord. Je pense par exemple que pousser l'unité pour l'unité absolument, c'est complètement un vœu pieux. Je pense que pousser l'unité
au prix de se renier sur le fond, au prix de se renier sur qui représente la gauche dans les prochaines élections, par exemple, au prix de qui pousse les messages politiques de gauche, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on veut l'unité, mais on a dit aussi qu'on n'était pas les gentils organisateurs de tout ça, qu'on comptait bien jouer notre rôle et qu'on n'y allait pas pour faire figuration. Bah, je suis d'accord avec toi. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est parce que j'ai écouté évidemment le discours que tu as fait. Il est taquin, mais c'est exactement pour ça qu'on l'a invité. Et on savait qu'on serait challengé et on adore ça. Exactement, je joue un rôle. Mais par exemple, tu as mentionné une ligne politique écologiste et une stratégie antifasciste. Et antiraciste aussi. Et antiraciste aussi. C'est complémentaire. Mais typiquement, le fait d'avoir deux axes, un qui est la lutte contre le parisianisme, et le deuxième, qui est la lutte pour des nouveaux sujets comme la solitude, ce n'est pas une stratégie antifasciste. Ah mais non, c'était des exemples, c'est une vraie stratégie à bâtir dont il y a plusieurs éléments, dont ça. Bah, moi je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, sur par exemple l'antifascisme. Mais on est là pour t'écouter sur les autres propositions, justement. Bah, moi je prends ces deux-là. Je pense par exemple que sur la question des enjeux de classe populaire, les partis politiques de façon générale, mais en particulier le parti politique écologiste et ce qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire le PS, Place Publique, etc., est très loin sur ces questions-là. Je pense que sur les questions antiracistes, de la même façon. Alors oui, maintenant, il y a de plus en plus de sujets qui avancent sur ces questions-là. Mais on est encore très loin. Et preuve en est, si je prends la représentativité, juste ça, juste comme un indicateur, moi je m'en fous de la question... C'était ma prochaine question, mais je me disais que tu irais peut-être avant moi. C'est parfait. Allons-y, tu as tout mon soutien. les deux pieds dedans. Allons-y. Et vous voyez, je parle avec un peu de passion et de tripes, parce que quand on dit le fascisme arrive, oui, il arrive, mais pour une bonne partie des gens, il est déjà là. Je vous donne un exemple. On travaille avec des camarades d'une asso qui s'appelle École pour tous. Des jeunes mineurs isolés qui habitent en squat, qui sont en bidonville, qui se font refuser l'école, par exemple, dans plein de mairies, y compris des mairies de gauche. C'est-à-dire des mairies de gauche refusent l'accès à l'école pour des jeunes mineurs isolés parce qu'ils n'ont pas de justificatif de domicile. Le fascisme, il est déjà là pour eux. Donc la domiciliation, je rappelle, est un droit, dans les CCAS, y compris dans les CCAS, etc. Et le droit à l'école est constitutionnel, y compris dans des mairies de gauche. C'est déjà là. On n'entend pas ce sujet-là à gauche, typiquement. Lorsque, par exemple, dans les quartiers populaires, les questions de violence populaire, de violence policière, pardon, sont mises sur le bas-côté. Alors oui, il y a des partis qui en font un thème qui arrive petit à petit, etc. Mais ce n'est pas porté comme un sujet absolument central par une bonne partie de la gauche. Ça, par exemple, c'est aussi le début du fascisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens en quartier populaire qui, juste parce qu'ils sont arabes ou noirs ou musulmanes, meurent sous les coups de la police. Bon, si ça n'est pas un signe du fascisme et si ça ne doit pas occuper tout l'espace politique à gauche, qu'est-ce qui doit l'occuper alors? Et je pense qu'on a par ailleurs un vrai sujet, c'est que il y a quand même un étau global qui se resserre et une bascule fasciste qui est en cours, qui n'est pas une menace, qui est en cours, et que du coup, c'est vrai que pour les militants écologistes que nous sommes, je pense que ce que tu viens de dire, tu as entendu les applaudissements, il y a personne dans le public qui dit non, on s'en fout, mais qu'il y a une forme dans la bande passante militante qu'on a, d'individus qui restent des humains, c'est-à-dire qui ont 24 heures par jour, qui dans ces heures ils dorment un peu, il y a un peu la famille, il y a le boulot, parce et puis souvent les militants écolos sont des individus complets, qui sont aussi syndicalistes, parents d'élèves, enfin bref, plein de casquettes, et du coup dans le nombre d'heures qui te restent à militer, qu'est-ce que t'en fais? Et quand tu as vécu comme ces derniers temps, les ingénieurs du chaos le décrivent très bien, hein, c'est une même stratégie, c'est que c'est flou the zone, les mecs, c'est une offensive totale, donc t'as la loi du plomb, enfin un moment, les mecs, même juste sur les sujets environnementaux, on est partis les écologistes, les gens disaient, et t'as dit quoi sur les ZAD? Mais t'as pas parlé des ZFE, t'as fait une matinale, mais t'as pas parlé des bassines, et l'artificialisation, parce qu'il y avait 3 reculs écolos par heure. Et donc pendant une semaine, on était là, je n'arrivais même plus à sensibiliser, même dans la presse, il y a eu des reculs écolos, personne n'en a parlé, mais moi j'ai pas eu le temps de faire un truc parce qu'il y a eu trop de trucs. Et ça c'est que les sujets environnementaux. Et en même temps il y a l'austérité sociale, et il y a le racisme, et il y a l'antisémitisme, et il y a les inégalités territoriales, et il y a tellement de recul en même temps qu'on a un côté un peu pas de sidération, parce que je pense que ici on se laisse pas, les écolos sont quand même d'un naturel tenace, mais il y a un moment tu ne sais plus par quel truc commencer, quoi. Donc je pense que là où ce que tu dis est évidemment très juste, mais l'attention qu'on doit avoir, j'essaye de trouver des solutions aussi pour mettre en œuvre concrètement ce que tu dis. Voilà,
faut écrire le plan de bataille. En fait, faut se poser des fois 1 heure, parce que moi j'appelle ça les techniques de fond de cours en tennis. Tu sais, je suis nulle en tennis, hein, j'en ai jamais fait, et je pense qu'il faut mieux pas que j'en fasse. C'est pas ma valeur ajoutée dans la vie. Mais vous savez, c'est le truc. On t'envoie une balle là, une balle là, une balle là, et donc toi tu cours, t'es tout transpirant, t'es là, t'en peux plus. Et pendant ce temps-là, tu peux renvoyer toutes les balles, hein, mais t'as pas construit ton jeu. Et je pense que c'est ça. On se laisse enfermer par ça, et on s'auto-enferme par nos débats crocodilins permanents aussi. Donc ça, c'est la première chose, premier élément de réponse. Deuxième chose, et je te remercie de pointer les insuffisances de notre parti, et je le dis en tant que chef de parti, nous ne demandons qu'à faire mieux. Et même on essaye en permanence, et avec, je pense, beaucoup de bonne volonté, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut qu'on se le dise aussi. Je pense qu'on est un parti qui a toujours été lucide. Parce qu'en fait, on est tellement aligné avec ce que tu dis, et on le sait, que quand on fait pas bien, on le voit. Et ça nous fait chier parce que on n'est pas aligné. Enfin, on aimerait bien pouvoir faire mieux avec plus de moyens, avec plus de temps, et en réussissant mieux ce qu'on entreprend. Ça, c'est certain. Et donc, je le dis avec ma casquette de secrétaire national, en profitant que Ashraf vient de se faire applaudir en disant des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, pour vous dire, dans les travaux pratiques, faisons attention, parce qu'en fait, tout ce que tu dis, on est d'accord. Mais en opérationnalité, c'est pas forcément facile. Je le dis parce que on est un parti aussi qui est fédéraliste, où c'est beaucoup. Alors la responsabilité est beaucoup la mienne. Je suis chef de parti, je ne m'en plains pas, c'est mon travail. Mais je sais aussi parfois que je me fais engueuler pour des trucs, tout en me disant c'est subsidiarité, c'est fédéralisme. Donc en fait, c'est notre problème à tous, c'est notre affaire à tous. Pour reprendre un nom de pétition qui a aussi très bien marché. Et donc, je vais vous dire, sur par exemple la présence de personnes racisées partout à leur juste représentation. Je dis pas que c'est simple, c'est évident, mais c'est un réflexe qu'on doit avoir. Sur le féminisme, on a réussi à le faire. Moi, je suis une enfant de l'historique féministe de ce parti. Quand je suis arrivée chez les Verts, mes parents, ils ont dit une femme en politique, oulala, tu vas en prendre plein les gueules, surtout chez moi. Mais moi, je me suis sortie dans un parti où j'ai été accueillie, où j'ai tout le temps eu la main dans le dos, où j'étais encouragée, où j'étais prise par la main, où j'étais protégée aussi quand j'étais attaquée en tant que femme par d'autres à l'extérieur du parti, puis peut-être un peu à l'intérieur, pas méchamment, pas consciemment, mais j'ai vécu aussi des choses en tant que femme qui n'étaient pas normales dans ce parti. Mais il y a eu une vigilance, et quand il n'y avait pas cette vigilance, il y a d'autres femmes qui ont dit « Eh, les femmes dans le parti, vous les faites pas chier, et vous les aidez ». Ça a été comme ça tout le temps. Il y a eu un féministe power, quoi, permanent, et je remercie toutes les femmes qui ont participé, parce que ça nous a aidés, et on doit être très fiers de ça. Alors, applaudissez ce qu'il y a la douille qui arrive derrière. Et pourquoi sur les personnes racisées, on ne le fait pas pareil? Et pourquoi c'est plus dur? C'est le nouveau défi permanent qu'on doit avoir. Et c'est pas arrêtez de dire la direction, faut faire ci, faut ça, bah faites-le aussi, tu vois. Tout le monde, tout le temps, partout. Partout. Je suis extrêmement fière de la liste aux européennes qu'on a réussi à faire. Et je peux vous dire que toutes les questions que ça a suscité, ben moi je suis fière même si j'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus importante, de la composition de notre délégation au Parlement européen. Et je peux vous dire que dans le groupe vert, heureusement que les Français sont là. Parce que sinon ce serait la honte dans le groupe vert européen. Donc on a joué notre rôle aux européennes. Au Congrès, on a joué notre rôle aussi. Et je vais dire, j'ai pas dit oulala, il y a aucune personne racisée, il faut que j'en invente une ou que j'aille en chercher une qui est pas du tout bonne, mais bon bah c'est une discrimination. C'était pas une discrimination positive. C'était des personnes qui sont excellentes dans les fonctions qu'elles occupent, mais qui ne les auraient peut-être jamais occupées parce qu'il y a une sélection naturelle dans la vie tout le temps. Et qu'il y a des stratégies de domination à l'œuvre partout parce que c'est structurel, et que les Verts sont peut-être une avant-garde éclairée, mais ils restent quand même dans la société et nourris de plein de choses, conscientes ou inconscientes. Et donc ça doit pas être, ça doit être évident. Mais sachez tout le temps, ayez tout le temps à l'esprit que c'est pas une évidence dans les faits. Et donc ça doit demander une attention permanente, et que ça doit devenir un réflexe, et que là-dessus on a besoin de vous toutes et tous. Et donc voilà, merci d'avoir bousculé un peu là-dessus, et j'accepte d'ailleurs de me faire bousculer moi, parce que c'est moi qui suis responsable quand ça ne va pas, mais il y a encore un long chemin à faire. Et donc est-ce qu'on peut compter sur votre engagement là-dessus, sur toutes vos listes municipales, dans vos BER, dans vos responsabilités de groupe local? Et je regarde tous ceux qui applaudissent pour pouvoir savoir qui j'engueule la fois prochaine s'il ne le fait pas. Donc voilà, attention permanente, protection permanente, vérifier que les personnes vont bien. Quelqu'un qui adhère dans un groupe social qui ne lui ressemble pas a besoin d'un accompagnement particulier, de temps entre pairs, pour comprendre ce qui se passe, pour se sentir en sécurité, pour se sentir motivé. Voilà. Et donc, Ashraf, tu as sûrement de bien meilleures idées de ce que je viens de dire. Et tu vas sûrement encore nous engueuler, et tu auras raison. Totalement, parce que je commence par ça. Après, sur mes dernières phrases, vous m'avez pas entendu parler de mettre des personnes racisées. Hein. Moi, j'ai parlé de violences policières,
J'ai parlé... T'as parlé du programme aussi, mais t'as parlé de... J'ai parlé de personnes qui se font arrêter et qui ne peuvent pas rentrer à l'école par discrimination. Je n'ai pas parlé de représentation de personnes racisées. Ça n'a pas été ça mon sujet. Mais c'est la conséquence, enfin, ça fait partie aussi pour moi. Non, pas du tout, c'est un des moyens. Je pense que c'est un des moyens, mais que... Ashraf est toujours très précis sur les mots et moi pas assez, donc merci beaucoup. Je pense que c'est même une question idéologique. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vois bien la dérive dans laquelle on rentre, qui peut très bien fonctionner, qui est de dire, vous avez des gens qui viennent critiquer sur le fait qu'il n'y a pas assez de représentativité, etc. Le sujet de fond des gens, c'est que leurs sujets d'urgence ne sont pas traités. Nous, on dit... C'est lié aussi qui est dans les commissions, qui est dans les groupes locaux, qui écrit les choses. J'arrive. Ah, on n'a pas le droit de pas être d'accord avec toi. Si, je dis juste j'arrive, t'as fait une diatribe, je vais juste répondre. Moi, je ne dis pas que mon objectif, c'est qu'il y ait plus de personnes racisées qui soient élues. Moi, mon sujet, c'est que les urgences des gens soient traitées. Et ce qu'on dit, c'est que oui, comme moyen, le fait de mettre des personnes qui sont directement concernées, ça aide. Mais l'objectif n'est pas de mettre des personnes racisées à tout prix. Et juste, je continue par ça, parce que on peut très bien, je te donne un exemple très concret, y compris sur le sujet de l'écologie et de l'environnement. Oui, on a eu une mobilisation extraordinaire sur la loi du plomb, sur la question de l'empoisonnement des gens par les pesticides. Ça a été un sujet de mobilisation hexagonal. Parce que le chlordécone, ça fait belle lurette qu'il empoisonne des Français. Ça fait belle lurette. Et les écolos les partis de gauche sont défaillants sur la question. Donc, je le redis, le sujet n'est pas une question... Alors, attendez. Yann Lernos, que sur le chlordécone, c'est un sujet depuis très longtemps que nous avons défendu, mais qui était inaudible dans les médias, qu'on n'a pas réussi à mettre à l'agenda, parce que c'est un territoire dont tout le monde se fout depuis la France hexagonale. C'est ce que je dis. Ils sont choqués que tu aies pu penser qu'ils s'en étaient pas occupés parce qu'ils ont essayé. Alors, et moi avec de la même façon, moi je ne parle pas... Et on l'a pas assez bien fait. Regardez, je ne parle pas de l'engagement individuel de chaque militant parmi vous. J'en ai rencontré beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils sont sincères, etc. Moi je dis... Le parti l'a fait. Moi je dis, si jamais ça n'a pas été perçu par les personnes premières concernées comme un sujet central des partis de gauche, c'est qu'il y a une responsabilité des partis de gauche. Oui, non mais t'as raison. Voilà. T'as raison, mais par exemple, le parti a vraiment traité le sujet. Je le sais parce que j'étais collaboratrice à l'époque au Sénat de la sénatrice de Seine-Saint-Denis qui était membre de la délégation ultramarine. On traitait sous ces sujets. Que notre tête de liste pour la région s'appelle les régions ultra-périphériques au niveau européen. Ce nom est horrible, c'est le nom administratif. C'était Harry Durimel qui était l'avocat du chlordécone là pour le coup en Guadeloupe. Et que voilà. Mais t'as raison que c'est des sujets qu'on n'arrive pas à faire émerger dans le débat. Une partie parce qu'on pourrait faire mieux, mais une partie aussi parce que le mur du son est beaucoup plus élevé pour les sujets qui sont éloignés de certains territoires. Voilà. Et juste pour rebondir sur moyen ou fin ou objectif, j'ai entendu, y compris dans les réunions où tu participais, je dis pas que je pensais que c'est toi qui as dit ça, mais c'est des réunions où on était ensemble, dire aussi, et je suis très d'accord avec ça, ce qui se fait sans les populations concernées, se fait contre les populations concernées, et que si on n'est pas convaincant, c'est aussi que les gens qui en parlent ne sont pas... Moi, par exemple, sur la ruralité, je pense des choses, mais quand je l'ai dit, je me sens moins légitime, et je suis moins légitime que quand c'est Marie Pochon ou Benoît Biteau. Et donc, tant que Marie Pochon n'était pas députée de la Rome et Benoît Biteau député de Charente, eh ben, on pouvait pas porter politiquement le sujet. C'est pas que dans notre programme c'était pas écrit ou qu'on le pensait pas, c'est qu'on n'était pas apte, pas assez outillé, pas assez crédible, légitime pour le porter. Et donc je pense qu'à la fin, tu es taquin et tu as raison de l'être et j'accepte et sinon je t'aurais pas invité et tu reviendras et on continuera à se faire bousculer pour progresser. Mais je pense qu'on dit pas des choses fondamentalement différentes. Je pense que effectivement sur le fond, la précision a son importance. Parce que sinon, on pourrait très vite juste penser que c'est une question cosmétique, que c'est une question de yaki sur la photo, ce que j'entends beaucoup, alors que ce n'est pas du tout le sujet. Si jamais on demandait, par exemple, aux personnes ouvrières agricoles qui sont dans les territoires ultramarins, qui sont empoisonnées aux pesticides, au chlordécone, je ne suis pas sûr qu'ils seraient absolument d'accord sur le fait que leur cause a été complètement portée par les partis. Si par exemple on pose la question aux militants de quartiers populaires, et il y en a ici qui ont l'historique depuis longue date, si jamais on leur demande est-ce que les partis politiques ont suffisamment bien porté, est-ce que ça leur a permis de s'auto-organiser, de gagner du pouvoir et de pouvoir répondre à leurs urgences, par exemple sur les violences policières, je pense que c'est pas le cas. Donc oui, on peut dire, effectivement, on l'a porté, on a essayé de faire quelque chose, oui, mais au vu du fascisme qui est déjà là, au vu de l'extrême droite qui est à nos portes
et aux portes du pouvoir, Ça suffit bien. ça ne suffit pas. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur... J'essaie de trouver des convergences avec lui, vous avez vu, je vais continuer à essayer. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une formulation qui est de dire que du coup la représentation est pas juste des personnes racisées. Nous on a un sujet qui a été très présent dans notre congrès qui est le sujet de la parité sociale. Aussi tout ça est lié mais pas exclusivement. Et on a maintenant un délégué à la direction du parti, je pense qu'on est le seul qui est délégué à la parité sociale et qui s'occupe, qui prend à bras le corps ces sujets-là pour aider les personnes concernées à s'organiser, pour adresser notre programme mais aussi nos modalités de désignation et le fonctionnement structurel du parti avec l'Académie verte qui fait des formations aussi dédiées pour... Enfin, on essaye d'avoir un plan d'action global. Et donc, est-ce qu'on peut juste dire que tout ça, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante? Ça, sur ça, on est d'accord. Ça te fait chier d'être d'accord avec moi. Non, pas du tout. Mais non. Non, mais c'est important qu'on trouve. C'est important qu'on trouve le. Moi, j'ai conscience de ne pas avoir souvent les bons mots, sûrement aussi parce que je ne suis pas concernée. Et je sais que tu es quelqu'un qui challenge beaucoup et qui me fout quand je dis que tu me fous des claques, c'est un symbolique et deux pas foutre des claques. Mais quand je t'écoute, à chaque fois, je pense. Non, mais j'ai un complexe d'infériorité à chaque fois parce que tu es tellement structuré. Qu'en fait, je t'admire beaucoup. Voilà, je te le dis à chaque réunion qu'on fait. Et du coup, c'est vrai que tu es plus précis que moi sur les mots. Et tu as raison, et j'ai beaucoup à apprendre. C'est pour ça que je t'invite pour apprendre des choses. Et tu me feras des formations. Alors, je vais vous dire. Moi, je ne considère que je n'ai absolument aucune leçon à donner. Non, mais tu es juste et précis. Je viens prendre le micro. J'ai la chance de prendre le micro. Il y a d'autres personnes qui seraient à ma place qui diraient exactement la même chose. Je ne viens donner de leçons à personne. Je pense qu'il y a Tu es humble et c'est une qualité supplémentaire. Non, je suis pas humble, je suis inquiet. Je suis inquiet. On l'est tous. Et c'est pour ça, effectivement, il y a plein de personnes que je considère alliées dans cette sphère et dans certains partis de gauche, pas tous. Et donc, quand je viens challenger, c'est une forme d'exigence aussi, parce que ce qui est en face de nous, je pense que la responsabilité est aussi en partie à partager avec les partis de gauche. Quand par exemple, certains partis de gauche, comme le Parti Socialiste, Place Publique, etc., ont contribué à diaboliser par exemple les musulmans, parce qu'ils ont contribué à faire ça, bon ben je considère que ils ont maille à part avec l'extrême droite sur cette partie-là. Donc c'est normal que je vienne challenger, c'est même pas je donne des leçons, hein. C'est qu'on a un sujet fondamental là-dessus. Et de la même façon... Il y a eu un traumatisme, il y a eu plein de sujets, le droit de vote des étrangers, la promesse trahie. Noël Mamère avait été le premier parlementaire à faire la proposition de loi. Il y a eu la rupture, enfin, il y a eu les déceptions, puis il y a eu une rupture. C'est la déchéance de nationalité que je pense ici, pas grand monde n'a ni oublié ni pardonné. T'as entièrement raison de le dire et c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est des vrais désaccords complètement profonds et structurels. Et pour moi, tu vois, quand tu disais les solutions, etc., déjà, se mettre d'accord sur le constat, ça fait partie des solutions. Le fait de bien voir que justement ces trois cartes bancaires, colonialisme, capitalisme, patriarcat sont utilisées en même temps et qu'il n'y a pas un sujet environnemental au-dessus. Tout à l'heure tu mettais les sujets un peu à côté, un coup il faut réagir à l'environnement, au racisme, etc. Non, il y a un groupe social très minoritaire qui utilise ces trois cartes et qui nous divise. Donc c'est la responsabilité des partis de gauche d'adresser ces trois sujets de consort. Et je te donne juste trois exemples aussi sur pourquoi je pense qu'il y a encore... On peut faire encore du progrès, et y compris dans la société civile. Hein. Moi, je suis pas à venir diaboliser absolument les partis. Je pense que les partis font partie du problème, et je pense que la société civile organisée, pour une bonne partie, fait aussi partie du problème, parce que les syndicats ont exactement les mêmes torts que les partis politiques sur un tas d'aspects. Les grosses associations qui traitent plus les gens comme des bénéficiaires et qui se considèrent plus comme aidants que comme vraiment une mission de donner plus de pouvoir et d'aider les gens à s'organiser par eux-mêmes, ils font aussi partie du problème. Donc là, c'est un spectre complet que je décris. Et typiquement, cette force minoritaire qui voit l'extrême droite et les ultralibéraux s'allier pour nous désunir, elle le fait de façon très très méthodique. Et je pense qu'on n'y est pas encore là-dessus. Elle le fait de façon spatiale. Elle ghettoise dans les quartiers populaires et dans les milieux ruraux. Il n'y a que celles et ceux qui peuvent partir, dont j'ai été, qui ont ce privilège. Une bonne partie des gens qui restent sont des gens de milieux populaires, qui galèrent, etc. Et du coup, c'est du pain béni pour l'extrême droite de venir diviser sur la condition raciale en disant les quartiers populaires, ce sont les sauvages qui cassent, et dans la tête des quartiers populaires, les milieux ruraux sont les fachos. C'est très facile pour l'extrême droite, c'est très facile, y compris pour les forces libérales. Le deuxième point, c'est une division temporelle. Et là-dessus, par exemple, c'est un sujet qu'il faut porter. À chaque fois que les forces libérales qui sont au pouvoir depuis 40 ans
mettent en place une politique antisociale comme une réforme des retraites, on voit tous les partis de gauche se mobiliser, on voit tous les syndicats à majorité blanc se mobiliser. Mais l'année d'après, et c'est toujours le même jeu, l'année d'après, cette force-là, appuyée par l'extrême droite, pousse une loi anti-immigration, anti-étranger ou islamophobe. Et il y a moins de monde. Et à ce moment-là, les syndicats sont pas là, les partis sont beaucoup moins là, la société civile organisée beaucoup moins là. Ils s'applaudissent parce qu'ils étaient là. Et donc ils savent pourquoi. Pour moi, ça c'est un vrai sujet. Et ça a été des exemples de droite comme de gauche depuis 40 ans. Je vous donne juste 95, réforme des retraites de Alain Juppé, 96, projet de loi Debré, qui durcit les conditions d'entrée sur le territoire pour les immigrés. 2008, crise économique, Nicolas Sarkozy fracasse l'État social en France, donc austérité budgétaire, éducation, santé, tout le monde y passe. 2009, il fait oublier ça avec quoi? Un grand débat sur l'identité nationale qui cible les musulmans. Emmanuel Macron, crise Covid, pareil, fracasse l'État social sur les questions sociales, etc. Il met en place une réforme des retraites de la même façon qu'en 95, et l'année d'après, loi sécuritaire, loi immigration. Barnier, lorsqu'il a fait son court détour par le gouvernement en tant que Premier ministre, de la même façon, il a l'air de découvrir un trou béant sur le budget de l'État, et on commence à vouloir supprimer des profs, des fonctionnaires, etc. Juste après, loi immigration. Et donc là, tout le monde, je le dis parce que c'est un mur qu'on est en train de ne pas voir collectivement. C'est que là, tout le monde se mobilise sur la question budgétaire avec Bayrou. Tout le monde est en train de dire il faut absolument qu'on y aille tête baissée à fond, etc. Et on va faire oublier tout ça 2 mois, 3 mois, janvier 26, juste après, avec une loi qui va cibler les musulmans ou l'immigration. Elle n'est pas annoncée, mais je vous annonce qu'elle arrive. Il y en a une par an, donc la dernière c'était il y a un an. Et donc moi, je déplore le fait qu'on joue un match de foot contre une équipe qui est à 11, mais eux ils décident qu'on joue à chaque fois à 3. Donc il n'y a jamais l'équipe au complet. En plus, ils possèdent le terrain de foot avec les milliardaires. Ils ont acheté l'arbitre. Et nous, on est contents à jouer le tour de rôle sur la bataille. Et ils nous forcent tous à payer un abonnement très cher pour regarder les matchs. Totalement. Mais je dis qu'il y a un gros problème de coordination avec les premiers concernés là-dessus. Parce que si vous l'étiez plus, cette division complètement incroyable qui se passe depuis 40 ans, elle serait au cœur. Et donc ce serait au cœur des discussions là. Et ça ne l'est pas. Merci pour tout ce que tu viens de dire, auquel je souscris totalement, mais en étant à un endroit où je sais que même si je suis d'accord avec toi, moi je vois la difficulté du passage à la pratique, pas juste parce que je m'y prendrai avec moyennement de bonne volonté. Quand tu dis par exemple on se laisse enfermer sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, au lieu de construire une stratégie globale pour dire tout ça est lié, etc. Tu parlais du terrain de jeu qui nous a imposé, le terrain de jeu médiatique est très très mal adapté dans des formats où tu as 1 minute pour expliquer. Nous, chez les écolos, on est les spécialistes d'avoir des explications globales, totales, nanana, qui prennent 15 minutes à expliquer, alors que le RN dit oui à la France, non à l'Europe, point. Voilà, ils ont dit une phrase, on a compris, et c'est très mobilisateur. Donc c'est un vrai défi. Je pense que ça nécessite, puisque moi mon travail c'est pas juste d'être d'accord avec toi et de penser comme toi, c'est qu'on arrive à le faire. Et donc je pense qu'il y a un vrai défi de concrétisation de ça. Et donc comme mon travail c'est de le faire, et je pense que c'est le vrai challenge qu'on a à faire dans les mois qui viennent. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire. Moi j'étais allée quand les Verts allemands avaient gagné les Verts autrichiens par contre, qui avaient gagné la présidentielle. J'étais allée parce que évidemment en tant qu'élu d'extrême droite à Hénin Beaumont, on avait un réseau des élus d'extrême droite en Europe, enfin des élus contre l'extrême droite en Europe, vous m'avez bien comprise, et la fondation Heinrich Böll, qui est la fondation de l'écologie politique allemande, qui a beaucoup de moyens, faisait tous les ans une rencontre de tous les élus d'opposition contre l'extrême droite en Europe. Et donc j'étais arrivée à Vienne au moment où, et c'était voulu, les Autrichiens avaient gagné, donc c'était aussi pour qu'on étudie ça, et j'avais été voir à un moment où nous, le parti n'allait pas très très bien en France, on avait à peu près 4 salariés, bon, ils avaient beaucoup plus de moyens que nous, j'étais allée voir comment ils s'organisaient. Et donc ils avaient la direction, les salariés, comme nous, les sympathisants, les adhérents, les commissions, tout ça. Et ils avaient un mec qui nous manque aujourd'hui, qui s'appelait un strategist. Un stratège. Et un stratège qui était à la fois, c'était un salarié à plein temps, mais qui était aussi validé par, en même temps que l'équipe dirigeante au Congrès. Et lui, alors, c'était pas la peine d'aller le voir pour dire comment on fait ça, c'est à quelle heure, j'ai un problème. Lui, il était payé pour que personne lui parle. Lui, juste, il était strategist. Et donc, c'était, il concertait ses stratégies, il l'écrivait, et il suivait sa mise en œuvre, il était tour de contrôle là-dessus. On a une stratégie précise et on n'en dévie pas. Parce qu'en fait, en politique, la vraie difficulté, c'est à l'urgent et à l'important. Et en fait,
comme on est tout le temps dans des urgences et de plus en plus, parce que le monde politique s'accélère, on a tendance à pas réussir à dégager la bande passante pour l'important. Et donc moi je pense, c'est une proposition que je te fais, et tu vas peut-être me dire c'est très bien fait de ça, mais moi j'ai pas le temps, mais c'est une proposition que je nous fais, de s'occuper, voilà, de se dire dans les 3, 4, 5, 6 mois à venir, mettons-nous, travaillons avec les gens qui peuvent, on a des parlementaires, on a des maires, on n'a jamais eu autant de force dans ce mouvement. Je vois ici, moi je vous le dis, j'avais des journées d'été où je disais il y a que des têtes blanches, et les têtes blanches sont les bienvenues et je les aime, et merci parce que souvent ils sont là depuis longtemps et tous les ans et fidèles à l'événement. Mais je n'ai jamais vu autant de jeunes, ça me donne une force incroyable. Et j'ai jamais vu autant de gens de sociologie que je voyais pas et qui viennent me dire moi je fais ça comme métier, moi je fais ça, et puis putain merci, on va pouvoir aider toute la société, on a des experts du quotidien de tous les pans de la société qu'on veut aider. Et donc du coup mettons-nous ensemble et organisons en partie une vraie réflexion stratégique sur c'est quoi les axes qu'il faut qu'on lâche pas, ce qu'il faut qu'on ait toujours à l'esprit, même si c'est l'un puis l'autre, tout ça. C'est quoi le récit global? On a un gros travail doctrinal en ce moment. Doctrinal, pas juste programmatique, doctrinal. Pour un réarmement doctrinal et être très très solide sur nos appuis, écrire, rafraîchir, réinventer de nouvelles choses pour rester à l'avant-garde aussi doctrinale, que les écologistes ont souvent été. Et c'est quoi le plan d'action derrière? Interne et externe. C'est pour avoir tout le temps à l'esprit. Je vais dans cette émission, évidemment que l'actualité elle va toujours tirer vers le bas, les déclarations des uns et des autres aussi. Mais moi ce que j'arrive à faire, c'est de dire vous voulez me parler de ça une fois à Sud Radio. J'arrive le matin, on me dit on va parler en ouverture du neveu de Macron qui s'est fait pousser contre une poubelle au Touquet. Je dis mais j'en ai rien à foutre. Bah oui c'est grave, mais en fait moi j'ai entendu qu'un rapport s'était sorti pour dire que 60% des oiseaux avaient disparu en 40 ans. Et j'ai pensé à ça toute la nuit, moi je vais vous parler de ça. Alors il disait oui mais moi je vais pas vous poser ça comme question, je m'en fous. Et donc il pose la question de la poubelle, je dis je m'en fous parce que moi je vais vous parler des oiseaux et je fais mon tunnel de 2 minutes et le mec regardait en disant mais ok, et voilà, je l'avais fait. Mais ça veut dire, tu vois, comme évidemment, on va pas te poser la question, il faut être en hyper vigilance. Il faut se dire le matin, je me lève et je vais parler de ça, et je vais le faire et le refaire. Et t'imposes tes sujets, mais ça demande d'être, voilà, d'avoir écrit la stratégie et de la déployer, quoi. Ben. Je note les noms des volontaires pour le groupe stratégie. Et je vois que ça va être la fin, donc ça va être ma dernière prise de parole. Moi, Parle de ce que tu veux et de ce que tu as envie de dire et que tu n'as pas pu dire. Non. Moi l'enjeu, enfin mon petit avis entre guillemets importe peu dans le sens où il y a tellement de gens qui galèrent, qui n'ont pas la chance d'être ici par exemple et de prendre un week-end pour venir parler, qui ont encore moins la chance d'être assis à ma place. Je suis obligé de venir dire les termes. C'est streamé pour qu'ils puissent t'écouter, hein. C'est en direct sur internet. Il y a une bonne partie qui est complètement désabusée et qui ne regardera pas le stream non plus. Donc le sujet de qu'est-ce qu'on dit en débat politique, c'est un sujet oui qui compte, mais il y a un sujet de terrain aussi qui est important, je pense. Et de stratégie de com pour aller communiquer à l'endroit où sont des gens qu'on touche pas par des réseaux sociaux. Moi, la chose par laquelle je veux finir, c'est que si je viens aussi essayer un peu de challenger ce qui se passe dans les partis politiques, c'est que je pense que ce sont des forces importantes et que on ne peut pas s'en passer au vu de ce qui est déjà là et de ce qui arrive. C'est pour ça. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ce dialogue-là. Que ce dialogue, il existe depuis des dizaines d'années. Je viens pas réinventer l'eau chaude en vous disant « Ah ben voilà le constat » et vous allez vous dire « Ah ben c'est vrai et ça va changer, etc. » Mes aînés l'ont dit il y a 40 ans, ils l'ont dit il y a 30 ans, ils l'ont dit il y a 20 ans et j'imagine que tous les responsables politiques ont dit « Ça va changer ». Mais il y a 40 ans, on était un peu moins dans l'urgence que maintenant au sens de l'extrême droite. Donc j'ai conscience, je suis pas quelqu'un de naïf, j'ai conscience que oui, il y a un sujet de « Il faut qu'on le porte plus fort publiquement », j'ai conscience aussi de la limite de mes propos. Donc je le dis aussi avec humilité. Mais là où c'est important pour moi de tenir ce fil-là quand même, c'est qu'ils sont en train de tout faire pour éteindre nos liens de solidarité entre communautés humaines. C'est exactement ce qu'ils font et je vous ai décrit quelques-uns des mécanismes spatialement, temporellement et y compris sur les questions d'information. Je suis obligé de terminer aussi par là. Je ne peux pas finir sans parler de Gaza. Pourquoi? Parce que à la fois il se passe un génocide absolument catastrophique sous la complicité de bon nombre de nos gouvernants, qu'une bonne partie de toutes les normes et de toutes les règles démocratiques qu'on nous vend et qu'on nous inculque à l'école tombent absolument à plat, et du droit avec l'hypocrisie de ce qui se passe en ce moment, qu'il ne faut pas croire, nous en sommes touchés spécifiquement, vous avez l'impression que les personnes racisées ou des quartiers populaires sont touchés plus fort. Déjà c'est un sujet qu'on entend dans nos familles, par nos parents depuis très longtemps, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas un continuum entre ce qui se passe à Gaza et ce qui peut se passer en France. L'extrême droite au pouvoir, c'est soit l'apartheid, soit le génocide, soit les deux. Et donc,
Donc je suis obligé de terminer par là. On a absolument besoin d'avoir ce lien absolument exigeant sur la partie solidarité entre communautés humaines, parce que le fait qu'un peuple puisse subir un génocide en direct sur nos réseaux sociaux, c'est parce que ces liens ont complètement été détruits et qu'on n'a pas réagi à temps. Tu as entièrement raison et les applaudissements te montrent à quel point ce que tu dis est partagé dans les luttes et dans les tripes des gens qui sont en train de t'écouter. Je te remercie énormément Ashraf pour ta venue. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont venir te parler, te poser des questions et essayer de prolonger ça avec toi. Donc tu vas passer une très belle après-midi et rencontrer des personnes formidables. Et c'était un honneur de te recevoir. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions d'échanger. Voilà. Merci à toi.